apparemment. D'accord, mais on peut commencer? Oui, on peut commencer. Ouais. Dans Je quel te... ordre on a mis? La Guinée en premier, le Oui. Mali, puis le Sénégal et le Burkina pour conclure. Oui. Ok, ben écoute, Alors, je voudrais ben, dire juste, bon, je commence et puis tu enchaînes pour oui, oui, me oui. passer la parole. Bonjour à tous, hein, et chers collègues. C'est notre deuxième séance après celle de cette matinée sur l'Afrique. Donc, bienvenue au colloque sous cette forme de visioconférence. Moi, je suis Noël Magloire Ndoba, originaire du Congo. J'ai été enseignant-chercheur, je suis chercheur et consultant international actuellement et je pratique cette dynamique avec Darwis depuis quelque temps. Je crois que ce que nous allons faire aujourd'hui correspond plus ou moins à la suite de ce qui a déjà été traité les années antérieures, mais sur la thématique qui nous est proposée, c'est-à-dire de voir pays par pays ce qui peut être fait comme bilan et les perspectives qu'on peut dégager, mais pas seulement par pays, y compris les perspectives globales. Hamzat, avec qui nous sommes tous deux co-présidents de la séance, Hamzat va certainement essayer de situer la, la trajectoire de ce matin, rappeler, faire la synthèse, parce que c'est lui qui principalement a présidé ce matin. Si ça peut aider dans les débats, mais cela, cette synthèse, elle sera rappelée peut-être après les communications des trois ou des quatre qui seront là, pour que nous ayons un peu le temps de discuter. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce serait très bien, à la fin, qu'on ait un peu plus de temps pour discuter. Et nous viendrons aussi avec la synthèse des échanges de ce matin pour que dans notre débat, après vos communications, que cette synthèse soit prise en compte et confrontée ou mise en rapport avec ce que vous aurez dit sur la Guinée, sur le Mali, sur le Sénégal et le Burkina. Merci. Oui, merci, merci Magloire. Alors ce matin, effectivement, on a vu 5 pays, donc 2 d'Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie, où s'était posé notamment, par exemple, la question de l'unité régionale, l'unité au niveau du Maghreb. Donc là, on est sur des pays d'Afrique de l'Ouest, où se pose également cette question, d'une certaine manière, du régionalisme et de la place de cette intégration régionale dans le cadre du multilatéralisme et du non-alignement. On avait également évoqué des enjeux de géopolitique avec, par exemple, la relation entre le Ghana de Nkrumah et la RDC de Lumumba, donc les questions aussi intra-africaines, comment les États africains interagissent entre eux à l'intérieur de ce cadre-là, et aussi le cas du Congo, avec notamment les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques qui se posent autour de ce pays et de son rôle, on va dire, dans la dynamique de non-alignement. Le cas de la Côte d'Ivoire également, qui est un cas un peu paradoxal, puisque Houphouët Boigny a une politique assez déstabilisatrice d'un côté, et en même temps qui remet en cause justement ces logiques de non-alignement à travers le cas d'un pays qui est totalement aligné sur la France, mais qui est néanmoins présent dans ce cadre-là. Donc il y avait des questions qui étaient liées aux enjeux du nouvel ordre économique international, de la justice économique, des enjeux militaires, des enjeux géostratégiques, des enjeux aussi d'une certaine manière identitaires. Et donc là, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir effectivement 4 pays qui appartiennent tous à ce même ancien ensemble colonial français, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina, qui ont chacun des trajectoires différentes et qui ont également, je dirais, chacun des figures fortes. Donc, je pense que les 4 interventions que nous allons avoir, les 3 ou 4 interventions que nous allons avoir, devraient nous permettre d'enrichir, voire de compléter le débat qu'on a eu ce matin pour avoir, on va dire, un panorama suffisamment
intéressant et dynamique de la place de l'Afrique justement dans cette logique de non-alignement. Donc, on va commencer par le cas donc, de la Guinée, dont on sait qu'elle a devancé les autres nations africaines en termes de prise d'indépendance, avec l'intervention donc, de M. Mamadou Aliou Diallo, qui est donc doctorant en sociologie à l'école doctorale des sciences sociales de Paris 8, qui est membre du centre de recherche interuniversitaire, expérience, ressources culturelles, éducation, et qui est chargé de travaux dirigés à l'université d'Evry-Val d'Essonne. Donc, Monsieur Diallo, on va vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, en essayant vraiment de respecter le temps imparti pour aborder le cas de la Guinée. Merci. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris le temps d'organiser cette conférence. Donc, moi, je vais vous parler uniquement de la Guinée parce que déjà, comme vous l'avez signalé, je suis doctorant et en même temps, je travaille sur les étudiants guinéens qui sont dans les universités de la région parisienne. Donc, je ne suis pas tellement spécialiste de la Guinée, mais j'ai essayé quand même de faire quelques travaux là-dessus. Alors, vous savez tous que le processus de décolonisation annoncé dès 1947 avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan et qui a touché tout d'abord l'Asie avant de ce que l'Afrique va donner naissance à de nombreux États. Donc, parmi ces États figure un État dont je vais parler, c'est-à-dire la Guinée, qui a été indépendante, qui a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958, après avoir dit non au référendum proposé par le général de Gaulle. Donc, je vais revenir un peu après sur ce nom de la Guinée. Donc, toutefois, la déclaration d'indépendance de la Guinée ne satisfait pas l'ancienne puissance coloniale. Donc, c'est le début d'une relation tumultueuse entre les deux pays. Donc, pour déjà parler de non-alignement en Guinée, et il faut surtout, c'est purement personnel, avant tout commencer par le régime de Sékou Touré, si je ne me trompe. Donc, le régime de Sékou Touré, parce que c'est ce régime qui a permis à la Guinée d'obtenir donc l'indépendance. Et quand en fait la Guinée a dit non au référendum du 2 octobre, du 28 septembre 1958, et donc les deux pays étaient donc dans les relations diplomatiques n'étaient pas au rendez-vous. Donc, la Guinée, à cette période, a essayé de chercher des partenaires en Afrique et dans les autres blocs, c'est-à-dire que ce soit du bloc de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire sans faire en sorte qu'on ait uniquement un seul bloc. Donc, la Guinée s'est appuyée sur les deux blocs, c'est-à-dire le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, et quelques pays africains qui étaient considérés comme non alignés. Donc, on comprend que la politique de non-alignement d'Ahmed Sékou Touré, bien qu'étant dans une relation tumultueuse avec la France, consistait à solliciter les deux blocs, sans pour autant accepter de se soumettre ni à l'un, ni à l'autre, sans pour autant accepter de se soumettre aux deux grandes puissances qui étaient en liste. Donc ici, le non-alignement de la Guinée peut être, si on prend en fait les relations diplomatiques entre les deux pays, c'est-à-dire la Guinée et la France, donc le non-alignement de la Guinée peut être interprété comme une façon de commuter l'absence de la France dans le développement du pays. C'est-à-dire, parce qu'il n'y avait plus d'autres perspectives, il fallait donc opter pour tout don ou pour toute autre coopération entre les pays qui voulaient venir en Guinée ou investir. Donc, il faut rappeler donc, le contexte de décolonisation en Guinée parce que le recouvrement de l'indépendance en Guinée, généralement, il faut le recouvrement de cette indépendance a ouvert une ère de difficultés. Donc, difficultés au pluriel parce qu'il y avait difficultés déjà économiques, difficultés, disons, culturelles et difficultés, on peut dire, éducatives. Donc, je vais même, dans cet exposé, vous présenter quelques éléments concernant les étudiants guinéens dans la stratégie du non-alignement. Donc, la question donc, du non-alignement de la Guinée ici est purement stratégique car la Guinée est officiellement non alignée, c'est-à-dire donc, mais s'appuie principalement sur l'Union soviétique sans pour autant rejeter l'aide apportée par les États-Unis d'Amérique. Donc, sous le régime, pour ce que le régime a apporté
pour ce que le régime a apporté aux pays non alignés, c'est-à-dire sous le régime de Sékou Touré, on peut constater que beaucoup de combattants contre la colonisation et beaucoup de gens qui ont combattu contre l'apartheid ont été accueillis en Guinée. C'est le cas de certains militants de l'ANC qui ont été accueillis par le régime de Sékou Touré à l'époque. Donc là, je vais aborder la question des étudiants guinéens dans la stratégie du non-alignement sous encore Sékou Touré. Donc, comme vous le savez, les relations diplomatiques entre les deux pays, c'est-à-dire la Guinée et la France, étaient tendues. Il fallait donc opter pour une autre stratégie parce qu'il fallait former des cadres pour bien gérer le pays. Il fallait donc se tourner vers non seulement le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, pas d'étudiants boursiers qui pouvaient venir en France pour faire des études. Il y avait quand même des boursiers guinéens qui étaient en France, mais qui étaient officieux, c'est-à-dire qui n'étaient pas inscrits au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est des boursiers qui étaient cooptés et financés à côté. Ils n'étaient pas inscrits au registre. Maintenant, de l'autre côté, on avait des boursiers qui partaient dans des pays de l'Union soviétique, qui étaient financés par le bloc de l'Est. Donc, c'est d'ailleurs en 1961, on avait les étudiants guinéens représentaient le contingent le plus important en Union soviétique pour tout ce qui concernait l'ancienne AOF et l'ancienne AEF, c'est-à-dire Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, AEF. Donc là, ce qu'il faut voir dans cette collaboration dans cette question de non-alignement, c'est-à-dire la Guinée va accepter donc de coopérer plus avec la Russie et cette coopération va se solder par la construction de l'Institut Polytechnique de Conakry, ce qu'on appelle Gamal Abdel Nasser aujourd'hui en Guinée, qui va aussi se solder par l'envoi de professeurs en Guinée, c'est-à-dire l'Union soviétique va envoyer des professeurs en Guinée pour dispenser des cours, et ça va aussi se solder par la formation des cadres nationaux guinéens, en fait des cadres nationaux dans les pays de l'URSS et dans les pays satellites, dans l'Union soviétique. Et donc, vous voyez donc à partir de là, il y a une certaine, en fait, on favorise plus l'aspect, parce que les relations n'étaient pas au rendez-vous, donc on favorise plus une certaine coopération entre bloc de l'Est et la Guinée. Donc, et du coup, du côté français, il y avait du côté de boursiers français, des boursiers guinéens qui étaient en France, donc qui étaient officieux entre guillemets parce qu'ils pas reconnus officiellement. Donc ces boursiers n'étaient pas connus officiellement car n'étant pas inscrits dans le registre du ministère de l'Enseignement supérieur français. Et donc l'octroi de ces bourses était purement stratégique et était une marque d'opposition à la politique menée par la Guinée, c'est-à-dire celle de rompre avec le non-alignement. La France donc octroie ces bourses parce que la Guinée, en quelque sorte, n'était pas dans cette stratégie de non-alignement parce qu'elle se focalisait plus sur l'Union soviétique dans l'envoi de ces étudiants. Il est vrai qu'il y avait des boursiers guinéens qui partaient aux États-Unis, mais ils étaient minoritaires par rapport à ceux qui partaient aux États-Unis, en Union soviétique. Donc, en parlant de cette question du non-alignement aussi, je me suis permis d'élargir un peu le sujet pour me focaliser sur deux régimes, c'est-à-dire le régime de Lansana Conté et le régime de Alpha Condé, c'est-à-dire le régime actuel, le dernier régime. Parce qu'en Guinée, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire politique du pays, il y a eu 3 régimes depuis 1958. Donc le régime d'Ahmed Sékou Touré, le régime de Lansana Conté qui a terminé en 2008 et le régime de Alpha Condé qui a commencé en 2010. Et il est vrai qu'il y a eu un autre régime qui s'était installé à l'époque après la mort de Lansana Conté, mais je ne vais pas me focaliser sur ce régime parce que pour moi c'est un régime de transition, c'est-à-dire après le décès de Lansana Conté, nous avons assisté à un coup d'État militaire donc qui est venu dissoudre toutes les institutions et à un moment, c'est Moussa Dadis Camara qui est actuellement au Burkina, qui est venu s'installer au pouvoir et donc il a fait 1 an, je pense. Après, il a été victime d'une tentative. En fait, son aide de camp a voulu
l'assassiner et il a été remplacé par un certain général Sekouba Konaté qui a organisé l'élection présidentielle de 2010 et donc qui a permis l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, c'est-à-dire l'actuel président. Donc, sous Lansana Conté, le multipartisme et l'ouverture des pays aux différentes organisations étaient à l'ordre du jour. Donc, Lansana Conté a permis l'ouverture du pays a permis à l'ouverture du pays et en même temps, il a permis un certain multipartisme, c'est-à-dire au temps de Sékou Touré, on l'accusait de ne pas donner d'agrément, c'est-à-dire qu'il y ait un seul parti, c'était le PDG. Et au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas que le PIP, il y avait d'autres partis qui pouvaient compétir pour venir au pouvoir. Mais sauf que il faut constater que en s'ouvrant au pays, en ouvrant le pays vers d'autres horizons, il arrive à bénéficier donc des avantages des organisations qu'on appelle des organisations internationales et en même temps, il arrive à bénéficier davantage de certains pays qui prônent pour la démocratie. Et sauf que il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a souvent des controverses en matière de pouvoir. Donc, une fois au pouvoir, donc on arrive à confisquer le pouvoir et pour confisquer le pouvoir, il faut une aide extérieure généralement parce que les organisations internationales et les pays qui prônent pour la démocratie, c'est-à-dire les pays ex-l'Ouest, donc vont généralement refuser des dons à la Guinée. Donc, ce qui fait que en confisquant le pouvoir, on va essayer de se tourner vers les anciens pays du bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie, par exemple, pour financer certains projets. On comprend donc que l'objectif n'est pas de supporter une des puissances, mais de collaborer dans la mesure du possible avec les deux. Donc, quant au régime d'Alpha Condé, ici, ce qu'il faut constater, c'est que la question du non-alignement aussi se pose, car arrivé au pouvoir en 2010, il collabore avec la majeure partie des organisations internationales et avec tous les États, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Mais une fois que la question d'un autre mandat, c'est-à-dire du mandat du trop, c'est-à-dire le mandat où, dans les constitutions généralement guinéennes, il n'y a que 2 mandats. Donc, une fois que la question du 3e mandat se pose, on tourne le dos au bloc de l'Ouest pour faire face au bloc, au bloc de l'Ouest, je veux dire, mais ex-bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, la France, tous ces pays qui étaient de l'Ouest. Mais on va se tourner plutôt, cette fois-ci, vers certains pays du ex-bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie, pour essayer d'avoir des financements ou pour avoir des financements pour pouvoir organiser les élections et pour pouvoir être légitimé. Donc, toutefois, il est important de souligner que la question d'intérêt personnel du régime de Condé et donc du régime de Condé, afin donc de briguer le mandat de trop, s'appuie souvent sur l'ancienne puissance du bloc de l'Est. Donc, ce qu'il faut... Monsieur Diallo, d'abréger un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres interventions après. Ok, je vais finir rapidement. Ok. Certains éléments, vous pourrez les apporter dans la discussion. Il n'y a pas de problème. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bloc de l'Est, pour la question du non-alignement de la Guinée, c'était au début une question qui était purement stratégique parce qu'il fallait coûte que coûte que la Guinée obtienne des aides. Et donc, il ne fallait pas tourner le dos à... C'est vrai que la France avait tourné le dos, mais il ne fallait pas cette fois-ci tourner le dos à l'autre bloc. Mais c'était, en fait, sur le non-alignement de la Guinée, la question est un peu paradoxale. Parce que si on prend la question des étudiants, on prend la question du financement, c'est plus le bloc de l'Est qui finançait par rapport au bloc de l'Ouest. Donc, si là, comme j'ai fait 13 minutes, donc je pense qu'on va aborder d'autres questions peut-être sur la question de la Guinée dans ce non-alignement. Pour l'instant, je vais essayer de laisser la parole au modérateur pour pour qu'une autre personne puisse intervenir. Voilà. Oui. Si vous avez une autre personne pour intervenir, allez-y, parce que là, sinon je vais déborder sur mon temps. Et c'est ce qui n'est pas normal là, dans ce genre de conférence. Oh, bah bien, vous pourrez effectivement y revenir dans les échanges qui suivront les interventions. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut continuer donc, sur le prochain intervenant. Donc là, nous allons au niveau du Mali.
avec M. Daouda Tekete, donc, qui est un écrivain, un administrateur, un journaliste expérimenté, chevronné, qui a notamment écrit sur les systèmes éducatifs et surtout notamment une biographie, un portrait du premier président du Mali, Modibo Keïta. Donc, Monsieur Tekete, nous vous cédons la parole pour à peu près le même temps, on va dire entre 13-15 minutes, pour présenter sur le Mali dans le cadre du non-alignement. D'accord. Bonjour. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement pour tous ceux qui ont eu l'esprit d'organiser un tel colloque qui, à mon sens, va dans l'esprit d'un proverbe africain qui dit « Si vous ne pouvez être de la lumière pour illuminer les bonnes actions des gens, ne soyez pas des ténèbres couvrant leurs efforts. » Cela veut dire tout simplement que le fait que vous avez voulu faire en sorte qu'on connaisse l'œuvre des hommes et des femmes qui se sont engagés après l'accès d'un certain nombre de pays dans différents continents à l'indépendance politique. Évidemment, c'est de bonne guerre que nous travaillons dans le sens de vous apporter tout ce que nous pouvons aussi pour vous aider dans cette œuvre. Cela dit, pour parler du cas du Mali, je vais faire économie un peu de l'historique de la lutte d'indépendance pour le Mali, pour aller directement dans le vif du sujet, à savoir le Mali dans le mouvement des non-alignés. Le Mali ne s'est donc pas joint au mouvement des non-alignés, mais plutôt est membre fondateur de ce mouvement. La conférence de Belgrade tenue en septembre 1961, qui a consacré la véritable naissance du mouvement et du mouvement des non-alignés, a vu la participation des leaders de 25 pays dont le Mali, et le président Modibo Keïta, président du Mali à l'époque, conscient du fait que les pays nouvellement indépendants dans ces années 60 pouvaient être l'enjeu de disputes entre les grandes puissances, Modibo Keïta donc, en homme de paix, joua un rôle déterminant dans le mouvement des non-alignés. Pour lui, les pays du tiers-monde devraient devenir un groupe de pression au sein de la communauté internationale. On dit d'ailleurs qu'il est l'inventeur du mot, de l'expression non-aligné. Avant le discours de Modibo Keïta à Belgrade, les États membres du mouvement étaient qualifiés de pays non engagés. En septembre 1961, donc, à la conférence de Belgrade, aux côtés des présidents Tito, Nasser, Nkrumah, Sékou Touré, du Premier ministre indien Nehru et autres dirigeants du mouvement, Modibo Keïta déclarait, je cite, « Nous voici donc réunis à Belgrade à la conférence historique des pays non alignés et je dois confesser que je préfère l'expression non alignée à celle de non engagé. Pour la République du Mali, le non-alignement est synonyme de dignité, de personnalité. Et c'est pour cela que notre peuple, qui n'a jamais rien épargné pour conquérir sa liberté, refuse de se définir en fonction de tel ou tel bloc. J'ai eu l'occasion de le dire partout, cela ne signifie pas que nous livrons à un jeu d'équilibre, même momentané, entre les grandes puissances. Car cette pratique là aboutit nécessairement à la perte de dignité, de personnalité et à la faillite. Le Mali n'a rien à voir avec un tel neutralisme qui refuse de s'engager même si l'objectivité, la logique et la morale l'exigent. Oui, nous sommes engagés auprès des peuples qui luttent pour conquérir leur indépendance, contre ceux qui les privent de leur liberté et exercent sur eux une répression sauvage. Nous sommes engagés auprès de ceux qui considèrent que tous les peuples sont égaux, ont droit au respect, contre ceux qui en sont encore à la théorie de la supériorité de certaines races, de certains peuples. Nous sommes engagés aux côtés de ceux qui s'évertuent à chercher les conditions d'une paix durable, contre ceux qui ne veulent de la paix que dans la mesure où elle assure leur suprématie dans le monde. Poursuivant donc son analyse, Modibo disait, mais il est un autre aspect positif, celui-là, qui est le reflet de notre sens des responsabilités sur tous les plans et dans tous les domaines. C'est d'étudier les problèmes, d'avoir notre opinion, de la définir sans nous inquiéter qu'elle coïncide avec celle de l'Ouest ou de l'Est. Poursuivant son analyse, le président malien dit « Notre neutralité n'est pas celle de l'homme qui regarde brûler la case de son voisin sans se déranger.
Pour nous, la neutralité, c'est avant tout la possibilité de prendre position devant n'importe quel problème. Nous nous sommes alignés sur aucune position définie par tel ou tel bloc. Le Mali ne prend et ne prendra pas de directive de qui que ce soit, quelle que soit l'aide qu'on lui apporte. Il se définit uniquement en fonction de ses intérêts, de ceux de l'Afrique et de la paix. Il se refuse à cet équilibrisme qui amène celui qui le pratique à consentir des concessions intéressées, circonstancielles, tantôt aux puissances de l'Ouest, tantôt aux puissances de l'Est. Un pays qui adopte une telle politique perd sa dignité, sa personnalité et devient une girouette tournant dans le sens où s'exerce la pression la plus forte. Fin de citation. Voilà donc le discours que le président Modibo, des extraits du discours que le président Modibo a prononcé à Belgrade, qui en disent sur le fondement même de la politique tant intérieure qu'extérieure du Mali des années 60, de l'indépendance du 22 septembre 1960 jusqu'au 19 novembre 1968, où malheureusement un coup d'État a mis fin à cette expérience unique en Afrique. C'est donc sur sa profonde conviction et la clarté de ses idées qui ont fait désigner Modibo Keïta comme l'un des porte-parole les plus autorisés de cette assemblée qui prêche la coopération dans la concorde et la paix entre partenaires égaux. À l'issue donc du sommet de Belgrade, Modibo Keïta fut désigné avec le président d'Indonésie, Sukarno, pour présenter au président Kennedy le message des non-alignés. Et de leur côté, le premier ministre indien Nehru de l'Inde et Cyril Mavo Bandaranaike de Sri Lanka ont été dépêchés auprès de Khrouchtchev. Donc, un tel bref aperçu sur ce que fut la participation du Mali à la conférence de Belgrade en dit sur la quintessence de la politique de non-alignement du Mali. Cette politique, effectivement, a caractérisé jusqu'au coup d'État de 1968 les fondements de l'État malien. Modibo disait lui-même souvent que la diplomatie est une fonction historique de la politique extérieure d'un État. Seuls les fondements du régime d'un État donnent une vision scientifique sur sa politique extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, bien avant même son élection dans l'arène politique, au Soudan français d'abord, ensuite au Mali, Modibo a toujours été un rassembleur. Il a très tôt compris que seule l'union fait la force, pas seulement dans les mots, mais dans les faits. C'est pourquoi son combat a toujours été d'unir toutes les forces éprises de paix, de progrès et de lutte pour l'égalité entre les peuples et la paix dans le monde. Car il avait compris aussi que sans la paix, aucun acte de développement n'est durable et fiable. Et c'est pourquoi il a fait en sorte que la politique du Mali, tant sur le plan intérieur et extérieur, soit toujours empreinte de non-alignement et de faire en sorte également que tout ce que le Mali entreprend, cela soit dans le sens de prouver au peuple malien, aux peuples africains et aux peuples du monde entier épris de paix, que seule l'union des peuples leur permettra de sortir du gouffre dans lequel certains d'entre eux ont été plongés par la colonisation. Donc, je disais tantôt que la politique extérieure du Mali a fortement contribué en son temps à une meilleure perception de l'esprit et de la lettre du non-alignement dans notre sous-région et en Afrique. Modibo Keïta définissait ainsi la politique de coopération du Mali. Je cite, « La République du Mali ne repousse de coopération que celle qui s'appuie sur le paternalisme, ou alors celle qui essaie d'intervenir directement dans les affaires intérieures du pays. Le neutralisme est une position délicate, difficile à maintenir. Il nous vaut l'objet de pressions constantes. Les pays de l'Est ont été les premiers, en des moments difficiles, à nous apporter, en des moments très difficiles, donc, leur coopération et leur assistance. Nous ne pouvons pas l'oublier. Mais nous ne voulons pas empêcher d'autres pays non plus de comprendre nos problèmes et essayer d'y apporter des solutions sans exiger de nous de contrepartie. Fin de citation. Donc, c'est grâce à une telle politique fondée sur une attitude de dignité et de respect de soi et des autres qu'en 8 ans, je précise bien en 8 ans, du 22 septembre 1960 au 19 novembre 1968, grâce donc à cette politique, la République du Mali a créé les bases d'une économie nationale comme jamais jusqu'ici après 60 ans d'indépendance, avec en cette seule période 32 sociétés et entreprises d'État,
une éducation de masse et de qualité, des infrastructures de grande avancée dans la politique de désenclavement intérieur et extérieur du pays. Sur le plan de la politique extérieure, à l'époque, donc les 8 années du régime de Modibo, le Mali a été, avec d'autres pays non alignés, de tous les combats pour la paix dans le monde. La paix au Vietnam. Et je rappelle, par rapport en 1963, le ministre des Affaires étrangères du Mali, à l'époque, Arima Bokoum, est intervenu à l'Assemblée générale des Nations unies, où il a été l'un des rares à dire vertement que aussi longtemps qu'il y aura 2 Corées, 2 Vietnam, 2 Allemagne, la paix au monde sera hypothéquée. Donc cela montre une fois de plus que bien qu'il ait reçu beaucoup d'aide des pays de l'Est à l'époque, il n'a jamais ménagé ses efforts pour leur faire comprendre également ce qui n'en est pas et qui n'était pas conforme aux intérêts des peuples africains et des autres peuples épris de paix. Donc cela montre aussi que dans le cadre de ce même combat, dans le cadre du mouvement aliment, le Mali a été le pays, le Mali sous Modibo, je précise, qui a pu mettre fin au conflit de ce qu'on appelle le conflit des sables entre le Maroc et l'Algérie après les échecs des tentatives de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, de la Ligue arabe et même de l'Organisation de l'Unité africaine qui venait de naître. Donc, c'est Modibo qui a pu convoquer ceci avec Haïlé Sélassie à Bamako pour mettre fin à ce conflit. Voilà ce que fut l'homme Modibo. Et également, il n'a jamais ménagé ses efforts pour permettre au peuple algérien d'accélérer sa lutte dans le cadre de son indépendance à acquérir. Je le dis sans embâche, aucun pays au monde n'a apporté au peuple algérien autant d'aide que le Mali sous Modibo Keïta. Il a risqué tout, y compris sa vie, pour apporter l'aide indispensable au peuple algérien pour vaincre le colonialisme français à l'époque en Algérie. Et cela d'ailleurs, je m'en vais le préciser, à l'indépendance de l'Algérie, c'est à Modibo que l'ambassadeur de l'Algérie est venu remettre le premier drapeau qui a été hissé par les combattants algériens dans le cadre de leur lutte armée contre le colonialisme français. Le drapeau qu'ils ont hissé pour la première fois, après l'indépendance, ils sont venus le remettre à Modibo, compte tenu de l'apport qu'il a apporté à ce pays. Donc tout cela en dit sur le non-alignement de l'homme et ensuite les mouvements de libération sur tout le continent ont bénéficié de l'aide du Mali à l'époque, que ce soit le Frélimo, que ce soit l'ANC, que ce soit le mouvement de libération le MPLA, je crois, en Angola. Tout ceci, Modibo a fait don de tout ce que le Mali pouvait apporter comme aide aux uns aux autres pour que, effectivement, leur indépendance soit une réalité. Bon, je veux faire économie un peu de ce qui a été fait de l'héritage de Modibo après le coup d'État de 1968. En voyant la situation au Mali, je crois que ça pourra dire ce qui a été fait de l'héritage de Modibo. Parce que pendant les 8 années du régime de Modibo, le Mali n'a jamais été aussi stable qu'en cette période. Alors, aujourd'hui, c'est l'existence physique même du Mali qui est en jeu. Des risques réels de recolonisation physique du Mali et de bien d'autres pays d'Afrique existent, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, de défense des droits humains, de démocratie. Certains pays occidentaux cherchent tout simplement à occuper militairement des régions stratégiques du continent, dont le Mali, afin de s'assurer le contrôle de leurs ressources naturelles. La situation actuelle donc, du Mali indique que si l'indépendance politique a été acquise, la décolonisation reste à parachever. L'expérience historique montre que la décolonisation ne saurait être réduite seulement à l'indépendance politique d'un pays. Si celle-ci peut créer les conditions de réalisation de celle-là, elle ne saurait être synonyme. La décolonisation doit plutôt être conçue comme un processus de longue durée visant à la remise en question intégrale de la situation coloniale. Sur le plan politique, le mouvement national et le mouvement des non-alignés se fondent sur la résolution des pays du tiers-monde d'exister et surtout de s'affermir sur la scène internationale. C'est pourquoi les pays non-alignés tiennent à prendre en charge leur destin et cessant alors d'être l'enjeu des visées, des convoitises et de contribuer, en éliminant l'une des sources principales de tension, à la résorption de la crise internationale. Ayant tous en commun, certes à des degrés différents, le sous-développement, les pays non alignés fondent leur mouvement sur le développement économique,
Ensemble, ils souhaitent rétablir des exceptions aux lois du marché international afin de faire mieux prendre en compte leurs intérêts. Ils considèrent que leur retard tient à l'organisation de l'économie mondiale. S'affirmer politiquement sur la scène internationale et compter dans l'économie mondiale, tels sont les principaux fondements de non-alignés qui, effectivement, constituent aussi des fondements d'un pays comme le Mali et de tous les pays africains qui ont déjà connu la colonisation. Je m'en arrête là, en espérant par la suite d'intervenir si éventuellement il y avait des questions. Ok. Bien, Abzat, je parle le suivant. Nous avons là beaucoup d'éléments pour une bonne discussion, mais malheureusement, nous risquons d'avoir très peu de temps. Donc, on passe à l'intervenant suivant. C'est le Burkina, je crois. Oui, tout à fait. Donc, le professeur Isaac Bazier, qui est directeur du laboratoire des Afriques innovantes, professeur titulaire au département d'études littéraires à l'UQAM, vice-président de l'Association canadienne d'études africaines, cofondateur du laboratoire des Afriques innovantes. Et donc, le sujet, le Burkina Faso et le mouvement des non-alignés, rétrospection sur un appel audacieux au réalisme engageant. Donc, monsieur Bazier, c'est à vous. Voilà. Merci beaucoup et merci de présider et d'animer la discussion. Aussi, je suis content de retrouver mon collègue Ndoba. Nous étions ensemble l'an passé, n'est-ce pas? Et personne n'imaginait que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Merci aussi à mes étudiants et étudiantes qui sont là du séminaire sur les fictions afro-mondiales et avec lesquels nous avons lu, en tout cas, pour certains des extraits de l'ouvrage Africa Unite. Donc, nous avons l'auteur ici. Merci beaucoup d'avoir servi la communauté avec cet ouvrage aussi, Hamzat. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps, je vais au fond, pour ma part, à la suite de ce qui a été dit du Mali de Modibo Keïta, parlé du Burkina Faso de Thomas Sankara, pour mettre n'est-ce pas, l'accent directement sur ce qui va faire, je dirais, l'histoire la plus proche du Burkina Faso avec le mouvement des non-alignés et donc faire ressortir, disons, le point saillant et tout autour, n'est-ce pas, développer quelques réflexions quant aux postures que j'identifie historiquement comme des affluents qui vont dans ce grand fleuve de la décolonialité à finir et dont j'ai déjà dit quelque chose tout à l'heure. Dans l'autre panel, on discutait avec notamment Lazare Kizerbo et aussi Diana Stoïka. Et donc, voilà, je ne suis pas historien, mais je travaille sur l'Afrique monde. Je rentre dans le débat à partir de la considération à grande échelle des idéologies, des rhétoriques, des discours qui ont façonné les figures de l'Afrique et aussi ses relations avec le reste du monde. Alors donc, cependant, je lis le texte et aujourd'hui, donc, comme ça a été dit, le Burkina Faso et le mouvement des non-alignés d'introspection serait un appel audacieux au réalisme engageant. Le réalisme engageant, c'est un terme que je prends dans le discours de Sankara. Alors, au moment où le mouvement des non-alignés voyait le jour à Belgrade en 1961, le Burkina Faso n'existait pas. Alors donc, il était plutôt question de la Haute-Volta. On se souviendra que celle-ci fit partie des pays qui ont, à l'époque, décliné l'invitation à participer à ce rendez-vous historique. Nous sommes là dans une histoire qui est différente de celle du Mali, on s'entend. C'est carrément autre chose. Alors, donc, le Burkina n'était pas là en 61. Et donc, cette posture en retrait fut celle donc, de la Haute-Volta. Et pendant les 3 premiers sommets du mouvement, 64 au Caire, 70 à Lusaka, donc après le premier, n'est-ce pas, à Belgrade, on peut remarquer que le Burkina, la Haute-Volta n'était pas présente. C'est seulement en 1973, donc, que le pays se joint au rassemblement des non-alignés à Alger. Bon, alors donc, cela signale déjà le rôle que le Burkina aurait pu jouer là, qu'il n'a pas joué de toute façon. Pendant que la Haute-Volta, donc, à l'époque, pendant que le mouvement qui est aussi vieux que les contradictions et les questions de sa pertinence trouvait ses assises au fil des sommets, les réalités politiques dans l'ancienne Haute-Volta changeaient aussi. Alors, donc,
et nous voyons un changement notoire dans la présence peu remarquable de ce pays, petit pays, comme Thomas Sankara le disait, qui va s'observer lors des 7e et 8e sommets du mouvement des non-alignés qui ont eu respectivement lieu à New Delhi et à Harare. Donc, lors du premier sommet, donc au 7e, donc que je mentionnais, le représentant de la haute volta était un jeune capitaine de l'armée, le premier ministre chargé de représenter son président et son pays. Il s'appelait Thomas Sankara. Il est arrivé là, 3 ans plus tard, il revenait au même sommet, mais là à Harare, et cette fois en tant que président de la République qu'il a renommé Burkina Faso, pays des hommes intègres. Alors, 2 interventions, 2 apparitions sur les tribunes qui vont nous amener vers les fondements même du mouvement de non-alignés et mettre en évidence les préoccupations qui sont celles des pays qui s'y joignent et qui vont aussi, n'est-ce pas, être répercutés au niveau du sommet des Nations Unies lorsque Thomas Sankara prendra la parole en 1984. J'y reviendrai. Premier élément donc sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est d'abord ce qui est une histoire plus ou moins tranquille et qui va permettre, qui va être dérangé, disons positivement, par une voix, celle de Sankara. C'est cette histoire donc d'une présence à peine remarquée de la haute volta, absente au début de toute façon du mouvement sur la scène internationale et qui aussi va se poursuivre après par, au fond, des voix assez timides, en tout cas pour ce que j'en sais. Alors, si vous avez des informations, donnez-les-moi, ça va m'aider, mais pour le moment, tout ce que j'ai pu relever effectivement dans les archives, c'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qui ressort? Pour illustrer le profil plutôt bas de la haute volta Burkina Faso, dans l'histoire, et dans cette histoire-là du mouvement des non-alignés, j'ai choisi le 16e sommet du mouvement qui s'est tenu, puisque je vous ai parlé du début, et donc les 3 premiers sommets auxquels la haute volta n'a pas participé, parlons des années d'après Sankara, et notamment donc de ce 16e sommet du mouvement qui s'est tenu à Téhéran. Alors donc à Téhéran, d'entrée de jeu, il faut souligner que le discours, de toute façon, qui devait être prononcé n'a pas été prononcé. Il a été versé aux archives sans avoir été donc présenté. Et à l'époque, nous avons celui qui a succédé en 1987 à Thomas Sankara. Donc, c'était le capitaine, donc Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré. Il a laissé tomber l'uniforme, n'est-ce pas, pour exercer ses fonctions présidentielles. Donc, avec le processus de démocratisation au Burkina Faso à partir de 1991, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, dans ce fameux discours de Téhéran, qui quand même reste une référence, même s'il n'a pas été lu, nous avons donc du 29 au 31, le sommet du 29 au 31 mars 2012 à Téhéran. Il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais pointer qui vont permettre de faire le lien avec la première présentation sur la Guinée et les difficultés au fond qui ont été énumérées, et notamment aussi l'actualité au niveau du Mali et donc les difficultés qu'il y a donc quant à la gestion de l'État-nation et notamment donc à l'instabilité, toutes les contradictions, parfois les défis qui se posent, disons-le plutôt comme ça. Alors donc, quelques éléments. Dans ce discours, je passerai rapidement sur les salutations d'usage et tout pour citer ceci. Il dit, Blaise Compaoré dans ce discours, à cet égard, le thème présent du sommet, je cite, une paix durable grâce à une gouvernance mondiale partagée. C'est le thème de l'année de l'époque, est pertinent en ce qu'il nous permettra de répondre aux questions fondamentales concernant l'instauration d'une paix durable et le rôle que la communauté internationale peut jouer. Premier élément à relever ici, c'est donc la perspective globale qui est celle du mouvement des non-alignés et qui accompagne les prises de position parce qu'il est ici question, n'est-ce pas, d'enjeux à l'échelle du monde, d'enjeux, n'est-ce pas, liés au global à ce que le monde est devenu et le rôle que les uns et les autres sont censés y jouer. Donc, première perspective, premier élément important et il mérite d'être mentionné ici, donc c'est cette perspective globale. Deuxième chose, il dira plus loin, les valeurs telles que l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'égalité entre les peuples, le règlement pacifique des conflits, la solidarité entre les peuples constituent les référentiels fondateurs de notre mouvement.
Deuxième élément, à côté de la perspective globale, ma remarque maintenant, c'est cette répétition et cette adhésion qui est, n'est-ce pas, convenue aux valeurs cardinales du mouvement des non-alignés. Alors donc, le mouvement n'est pas pour rien connu pour être plus une tribune morale de proclamation des grands principes, mais c'est aussi le cas de quelqu'un comme donc Blaise Compaoré dans la haute-vol, dans le Burkina Faso de 2012, et donc de proclamer et de réitérer, n'est-ce pas, ces valeurs cardinales-là. Troisième et dernier élément de ce recours à l'histoire, donc à cette histoire assez calme, je dirais, et peut remarquer du Burkina Faso dans le mouvement, c'est la mise en pratique, après donc les déclarations, l'établissement donc de la perspective globale, mondiale, de l'adhésion, la répétition des principes fondateurs, les valeurs cardinales du mouvement. Trois, nous arrivons à ce que je vais identifier comme une tension entre la dimension globale, l'échelle globale mondiale et l'échelle locale, c'est-à-dire la mise en application de certains principes et les contradictions qui émergent entre les proclamations et n'est-ce pas, les politiques particulières. Il dira ceci, et dernière citation de ce texte, il dit, c'est pourquoi si notre mouvement veut continuer à jouer un rôle au sein de la communauté internationale, ces États membres doivent eux-mêmes promouvoir à leur niveau la bonne gouvernance, l'état de droit, les droits de l'homme, qui constituent les fondements d'une paix durable dans le monde. Alors donc, c'est-à-dire au fond, là, pour résumer rapidement, il s'agit de donner l'exemple. L'homme qui parle à cette époque 2012 était au pouvoir depuis 1987 et 2 ans plus tard, c'est la rue qu'il a fait partie du pays et donc une de ces révolutions rares dans laquelle donc on a pu faire partir un paysan qui était quand même craint du fait du maniement habile des armes pour, n'est-ce pas, faire taire toute opposition. Il a été démis de ses fonctions à plein midi par la population. Alors donc, l'exemplarité ici n'était pas là. Et alors donc voilà, ce sont pour quelques remarques, les contradictions et proclamations donc d'évidence qu'on peut retrouver dans une histoire du pays au sein du mouvement des non-alignés qui a été quand même, de ce point de vue, convenu, tranquille, plus ou moins, disons. Mon deuxième élément me permet de relever l'exception qui met en évidence les défis et les fondements du mouvement des non-alignés à travers donc une courte période qui s'étale entre 1983 et 1986, je dirais, en pointant ici les 2 apparitions de Thomas Sankara et au sommet des non-alignés et entre les 2 dates, il faut penser à la fameuse prise de parole de Sankara à l'ONU, n'est-ce pas, en 1984. Je pense que les 3 permettent de lire quelque chose qui est de l'ordre du spectre que couvre le mouvement des non-alignés à partir, n'est-ce pas, de prise de position, de concertation et de points de vue qui doivent influencer et être entendus au sommet, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale de l'ONU, parce qu'on se souviendra que c'est aussi à la suite, n'est-ce pas, de cette tentative manquée en 1960 de fléchir quand même, d'amener les 2 grands blocs à se parler pour agir pour la paix, que la mobilisation s'est poursuivie pour donner, n'est-ce pas, le rendez-vous historique de Belgrade en 1961. Donc, que Thomas Sankara prenne la parole au sommet des non-alignés et qu'il se rende à New York pour continuer à répercuter, n'est-ce pas, ces points de vue est quelque chose de tout à fait logique et qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans ce désir que le mouvement des non-alignés a d'influencer ce qui se fait à plus grande échelle et qui donc doit permettre une justice, n'est-ce pas, à l'échelle du monde, autre que l'obligation de se ranger derrière un bloc ou l'un ou l'autre des 2 blocs à l'époque. Alors donc, mon deuxième point est donc celui-ci. Je pointe le premier texte, le premier discours de Thomas Sankara, donc en 1983 à New Delhi,
il était à l'époque, comme je l'ai dit, Premier ministre, et il avait été envoyé donc par Jean-Baptiste Ouédraogo pour parler au nom du pays. Alors donc, très rapidement, puisque nous voulons avoir le temps de discuter, et donc, il dit ceci, j'ai pris 2 ou 3 choses que je vais pointer. Il dit, car né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force représentant l'aspiration profonde de nos pays à la liberté, à l'indépendance et à la paix face au bloc hostile en présence. Comme une force affirmant notre droit du pays et du peuple souverain à choisir librement et sans inféodation nos propres voies pour le progrès de nos peuples, à choisir librement nos amis dans le monde. Choisir librement nos amis dans le monde. Sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial, néocolonial ou raciste, à l'indépendance, à la sécurité, à la paix et au progrès économique, social. Donc, le libre choix des amis et surtout sur la base concrète de leurs attitudes. C'est-à-dire que ce sont des amitiés à géographie et à température variable. D'accord? Donc, et c'est quelque chose de... ce ne sont pas des a priori. Il dit ceci, contrairement à l'interprétation restrictive et simpliste que l'impérialisme veut nous imposer comme définition du non-alignement, celui-ci n'a rien à voir avec une équidistance arithmétique des 2 blocs qui dominent le monde ou un équilibrisme ridicule des traumatisés entre ces 2 blocs. Toutes choses qui n'ont manifestement aucun sens et ni, en fait, notre liberté d'apprécier souverainement et en toute indépendance les attitudes et agissements des uns et des autres dans le monde. On entend ici l'écho, n'est-ce pas, de ce qui s'est déjà dit du point de vue du Mali de Modibo Keïta. Et pour finir, il dit ceci, nos pays ne veulent plus de l'ordre économique ancien bâti sur la suprématie incontestée et le dictat du plus fort, organisé autour des échanges à sens unique de nos matières premières, produits de base ou à peine élaborés contre leurs produits manufacturés, leur technologie et leur mode de vie. Alors, donc, première prise de position, elle est très claire et comme nous le voyons, il y a là quelque chose qui rejoint les fondements même du mouvement tel que nous venons de l'entendre aussi du point de vue, n'est-ce pas, des pères fondateurs donc dans les années 60. Alors, il se retrouve, Sankara, 3 ans plus tard à Harare, et là en tant que président. Et je vous assure que donc le ton change. Pourquoi? Parce que le discours de Harare va permettre de mettre en évidence les défis, les limites et, n'est-ce pas, les tensions qu'il peut y avoir dans un mouvement comme le mouvement des non-alignés. C'est-à-dire, je finirai avec plus les défis, parce que c'est sous forme de défis qu'il le formule, et de rêves. D'accord? C'est pour cela que je parle de rêve engageant, de réalisme engageant. Harare est proche de l'Afrique du Sud. Il dit, à 1 heure d'ici, il y a des problèmes graves, et que ferons-nous? Allons-nous nous taire? Arrive donc à Harare le 3 septembre 86 un président impatient. Comme sur beaucoup d'autres dossiers, il était impatient, trépidant et il voulait que ça aille vite. Et il s'est clairement, et la gueule de bois n'était pas non plus son fort, clairement impatienté face à la mollesse ou à la timidité du mouvement à prendre position sur certaines questions graves. Et il dit ceci, étant parmi les plus jeunes en âge et en ancienneté, je me sens le devoir de vous livrer le sentiment d'un jeune de ce monde, un jeune tiers-mondiste, un jeune africain, un jeune du Burkina Faso. Je voudrais ici dire ce que pensent tous ceux qui, comme moi, ont dans leur enfance entendu parler du mouvement des non-alignés, qui, dans leur adolescence, ont proclamé avec fanatisme que le mouvement des non-alignés est une force face au colonialisme, au néocolonialisme, à l'impérialisme et au racisme. Que le mouvement des non-alignés est une force qui gronde et qui, tel un volcan, va bientôt embraser la terre pour créer un ordre international nouveau. Nous sommes à cette échelle. Nous sommes en 1986, disait Sankara à l'époque. J'ai depuis longtemps enterré mes 18 ans. L'histoire de mon pays m'a conduit au milieu des dirigeants du mouvement des non-alignés. Le non-alignement a déjà, dit-il, 25 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt un sentiment, dit-il, de déception, d'échec, de frustration qui a ravi la place à la certitude, à l'enthousiasme prometteur de victoire et à la satisfaction pleine d'espoir.
C'est peut-être cela qui s'appelle réalité et réalisme. Dans ce cas, dit Sankara, dans ce cas, que le réalisme est triste. Je préfère donc, dit-il, le rêve, car c'est le rêve qui a permis les audaces les plus folles de l'époque. Et ce sont ces folies qui ont permis à des hommes de se dresser contre le barbare colonialiste, de croire en leur victoire et de vaincre effectivement. Alors, je m'arrête là pour finir avec un troisième point. Je pense que j'ai encore 2 ou 3 minutes pour boucler. Et donc, je vais finir avec ça pour dire que tout cela, pour moi, je le lis dans cette veine, comme je l'ai annoncé, de la décolonialité comme gage d'un ordre mondial autre au XXIe siècle. Nous avons entendu donc la nécessité du choix. Alors, c'est le ni-ni peut-être, en tout cas. Ce qui est certain, il s'agit là de retourner vers des propositions qu'il faut relier aux discussions qui ont lieu, et je l'ai dit à quelques reprises, notamment dans le contexte de l'Amérique latine avec les approches donc de la décolonialité. Alors, on a dit, Walter Miolo dit que Belgrade, c'était Bandung 2. N'est-ce pas? Alors, donc, il y a eu la conférence de Bandung en avril 55, Belgrade, donc septembre 61 pour le mouvement des non-alignés, et la décolonialité du 21e siècle ramasse tout cela et essaie donc de répondre aux défis, d'une part, d'un positionnement, d'une discussion âpre, critique, des propositions dominantes à l'échelle du monde, et d'autre part, d'un ancrage des pratiques locales dans une expérience historique de ce qu'a été l'histoire du reste du monde non occidental avec l'Occident et les violences tant épistémiques que politiques donc, et autres qui se sont, n'est-ce pas, exprimées dans cette relation difficile. Alors, un nouvel ordre mondial, c'est donc, je cite une dernière fois ce texte de Miolo qui dit « Les futurs globaux se déroule aujourd'hui selon 3 scénarios. Celui de la réoccidentalisation et du projet inachevé de la modernité occidentale, de la désoccidentalisation et des limites de la modernité occidentale, et de la décolonialité et de l'émergence de la société globale politique qui se déprend de la réoccidentalisation et de la désoccidentalisation. Donc, ni réoccidentalisation, ni désoccidentalisation. Il s'agit ici d'un projet qui ne choisit pas entre les deux, mais qui va se trouver sa voie. Alors, quelle est cette voie? Et je suis, c'est ma deuxième, je suis dans le réseau Bandung, maintenant on discute, et puis je regarde, et au-delà du réseau, donc, ce qui se dit actuellement de ce point de vue-là. Et la question est de savoir quels sont les contenus qu'on donne au projet, finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Si on le regarde du point de vue donc, de ce que Glissant et Edouard Glissant propose, il y a cette notion d'imprévisibilité, n'est-ce pas, dans la rencontre, n'est-ce pas, qui est là. Et du point de vue, je dirais ici, afro-mondial, il y a toujours cette question aussi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'il faut établir comme une sorte d'appauvrissement global, qui se voit comme la conséquence de l'imposition d'un paradigme dominant, celui de l'Occident. Il y a là, je veux dire que, qu'on l'aime ou pas, je dis, il y a eu, l'humanité donc a fait du pouce, a vécu, n'est-ce pas, sur ce véhicule donc du paradigme dominant occidental, avec des bénéfices et avec, n'est-ce pas, ce qu'on peut déplorer. Mais le problème des récits dominants, c'est donc d'éteindre et de faire taire donc la créativité au moment, et c'est tragique, sans qu'on désespère, au moment où les questions graves se posent. Et elles se posent, la pandémie est juste un exemple de ça, mais l'Occident, en réfléchissant sur la planétarité maintenant, l'œcumène, en réfléchissant sur la crise de l'environnement, il y a là une recherche de solutions, et nous sommes dans un appauvrissement, malheureusement, qui est lié au fait que des voix qui auraient pu proposer d'autres manières de construire une relation à l'environnement, de construire une relation de l'individu avec la communauté, ces manières-là ont été tues justement du fait de l'imposition d'un paradigme dominant. Il faut y retourner. Et le laboratoire que je dirige s'appelle le laboratoire des Afriques innovantes, pas pour rien, parce qu'une fois qu'on a établi les principes et
qu'on a revendiqué la liberté de choisir, qu'est-ce qu'on met dans les projets? Miolo dit, et je finis, la décolonialité n'est pas un projet qui cherche à s'imposer en tant que nouvelle universelle abstrait, qui remplacerait et améliorerait la réoccidentalisation et la désoccidentalisation. Il s'agit d'une troisième force qui se déprend, et cette notion de déprise est très importante, qui se déprend de ces deux projets et revendique son existence dans la construction des futurs, qui ne peuvent pas être laissés dans les mains de dessins réoccidentalisants et désoccidentalisants. Il est encore, dit-il, trop tôt pour prédire ce qui viendra. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui viendra et je m'arrête là et nous allons pouvoir discuter tout à l'heure, puisque, bon, c'est ça, nous allons prendre le temps de le faire. Je vous remercie de votre attention et je vais conclure ainsi. Merci, Isaac. Bien, on a là de la matière de haut vol. Du laboratoire des Afriques innovantes sera peut-être un lieu qui accueillera certains d'entre nous, s'il n'a déjà été le cas. Alors, Hamzat, est-ce que nous avons des nouvelles du Sénégal ou qu'est-ce que l'on fait? Il y a des nouvelles de Guinée, là. Mamadou Diallo est là. Il a déjà fait, il est déjà passé. Oui, Ah bon? c'est Jean-Jacques qu'on attend en fait. Ah bon, d'accord. Non, parce que je suis entré en retard, parce que je suis en jonglant d'Amérique latine et Afrique. Très bien. Non, j'ai pas eu de nouvelles de Non, je n'ai pas de nouvelles non plus par email de Jean-Jacques. D'habitude, il réagit vite. Donc, on mettra son résumé dans les archives, là où on met les autres résumés. Et éventuellement, s'il veut faire un texte écrit plus tard, il enverra à Darwis. Oui. Je pense que nous allons maintenant pouvoir discuter. Darwis, nous avons combien de temps à peu près? Bah, on a jusqu'à 17h15. Bien, alors on a 20 minutes, disons. Oui. Je crois, Hamzat, que on peut rappeler à nos collègues qu'il y a eu le résumé que tu as essayé d'esquisser des débats de ce matin, où nous avons mis l'accent sur au moins 3 choses. La première, c'est de voir les contours que le panafricanisme, autrement dit, la coopération régionale en Afrique, quel contour elle peut prendre dans le cadre du mouvement du non-aligné. Ça nous est apparu comme un axe, d'autant plus effectivement que sur le Maroc, l'Algérie, à partir de leur démarche, on pouvait parler de l'Union du Maghreb arabe et il nous est apparu, les collègues nous ont montré que le problème du Sahara occidental est celui qui bloque principalement cette question de l'Union du Maghreb arabe. Nous avons cet après-midi, toujours sur cette thématique de l'intégration régionale, avec des communications portant sur des pays d'Afrique de l'Ouest. Nous aurions voulu voir aussi comment l'engagement de ces différents pays dans le cadre du mouvement des non-alignés peut être un facteur d'accélération de l'intégration régionale. Mais sous cet angle, il n'y a pas eu de développement. Peut-être qu'on pourrait en discuter. L'autre point de ce matin qui peut se retrouver dans les débats de cet après-midi, c'est la question de l'économie. En tout cas, cet après-midi, on a eu beaucoup d'éléments sur ce que les pays qui s'étaient engagés dans le non-alignement ont accompli comme effort d'affirmation du développement national au plan économique en termes de souveraineté. Le bilan de Modibo Keïta nous a été dressé, le bilan également de Sékou Touré, et je crois également que sur le plan de l'expérience du Burkina Faso, certes, l'accent a été mis ici sur l'engagement politique d'un homme comme Sankara, d'un leader comme Sankara. L'aspect économique n'a pas tout à fait été vu, mais il a été vu sous l'angle des revendications qu'exprimait Thomas Sankara, les mêmes revendications dont nous avons parlé ce matin, à savoir le nouvel ordre économique international qui soit basé sur une logique d'équité, c'est-à-dire pour rompre avec le monde
des jeux à somme nulle où les pays occidentaux, les anciennes puissances coloniales, tiraient tout de l'Afrique et l'Afrique ne gagnait rien. C'est un thème donc qu'on a eu ce matin et qui est revenu cet après-midi avec de nouveaux éléments. Je pense que dans notre synthèse, nous pourrons déjà prendre ces aspects-là. Enfin, un troisième aspect de ce matin que l'on retrouve ici et qui peut nous permettre aussi de c'est la question de la nature même du mouvement non aligné entre une logique d'État et une logique des peuples. Alors, la logique d'État, c'est celle effectivement qui a donné naissance au mouvement non aligné en tant qu'il s'agissait pour les gouvernements à partir de cette période-là, pour les différents États, de se positionner face aux puissances, aux deux grandes puissances, et dans un contexte géopolitique et géostratégique de risque de guerre, d'où l'accent sur la paix, l'accent sur le désarmement, etc. etc. Et il apparaît de plus en plus que, surtout si l'on fait le bilan maintenant, que nous avons une grande question qui est de savoir est-ce qu'au-delà des États, qu'est-ce que les peuples ont gagné et qu'est-ce que les peuples peuvent gagner maintenant dans une dynamique de non-alignement qui peut se réinventer aujourd'hui et même qui doit pouvoir se réinventer si tant est que, effectivement, avec la crise du Covid, avec la crise économique que cette crise sanitaire entraîne partout, avec les nouvelles interrogations sur la mondialisation néolibérale, qu'est-ce qu'on peut réinventer aujourd'hui comme solidarité au niveau des peuples, en sachant bien sûr qu'il ne faut pas être naïf, il faut travailler avec les États, mais quel type de stratégie développer? Je pense que c'est là où notre frère, notre ami Isaac nous a fait part utilement de cette approche afro-mondiale qui se noue sur le concept de décolonialité avec d'autres enjeux également, à la fois le rapport à l'Occident, rapport culturel, et peut-être que dans cette approche, la question économique n'apparaît pas de manière aussi évidente. C'est un économiste qui vous parle, c'est pour cela que j'évoque ces enjeux économiques qui sont souvent écartés. Mais si on les écarte, il faut savoir que l'Occident, par rapport au monde, l'impérialisme s'est construit d'abord sur la base des intérêts économiques. Et si on les écarte, si on n'en tient pas compte, on risque aussi d'oublier que la Chine, qui était un pays du Sud, qui était dans le non-alignement, a aujourd'hui une perspective d'abord économique et technologique, mais la technologie nourrissant l'économie. Et je crois que c'est des aspects qui pourront être discutés demain dans la session sur le néolibéralisme et sur la nouvelle globalisation. Mais déjà, aujourd'hui, avec la matière que nous avons là, ce sont des questions que l'on peut aborder. Je voudrais juste pour terminer rappeler, pour terminer cette espèce de synthèse, rappeler qu'en effet, en 61, à Belgrade, il y avait les pays présents étaient 12, les pays d'Afrique. Il y avait l'Algérie, le Congo Léopoldville, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, l'Égypte, la Somalie, le Soudan et la Tunisie. Alors, les autres... L'Éthiopie. L'Éthiopie, je l'ai cité. Ah, pardon. Et en 64, il y aura près de 20 nouveaux pays qui vont arriver au sommet du Caire. C'est à partir du sommet du Caire en 64. Et donc, comme je le disais ce matin, l'OUA est déjà créée en 63. Donc, effectivement, il y a une dynamique qui est impulsée par l'OUA pour qu'il y ait une mobilisation de beaucoup de pays qui viennent un peu... Isaac l'a dit tout à l'heure, enfin, j'ai évoqué ça ce matin, je disais qu'il y a des pays qui viennent comme par convention, parce qu'il y a l'OUA qui est dans cette logique, mais sans conviction. Convention sans conviction. C'est le cas, effectivement, de certains différents pays, le Cameroun, c'est sans conviction. Comme tout à l'heure, on le disait pour la Haute-Volta, sans conviction. Mais par convention, plus tard, ces pays ont adhéré au mouvement non aligné pour jouer des jeux politiques dont on peut discuter. Voilà ce que moi j'esquisse comme piste pour le débat qu'on peut avoir. Hamzat, tu as la parole.
Oui, merci pour cette synthèse. Je rajouterais peut-être aussi la question des étudiants. On sait que la FIANF avait envoyé des délégués à Bandung en 1955. On sait que la question également du non-alignement a été très présente. On sait qu'ils ont beaucoup poussé cette jeunesse pour les questions liées aussi aux fédérations. Donc là, si on prend à peu près la zone où nous sommes, nous avons d'un côté la fédération du Mali, Mali-Sénégal, le Conseil de l'entente dont on a parlé ce matin à travers le cas de la Côte d'Ivoire, mis en place pour dézinguer la fédération du Mali, et le Mali de Modibo Keïta qui se retrouve ensuite dans l'Union Ghana-Guinée, Mali. Donc on a aussi, je dirais, ces combinaisons qui apparaissent à cette période-là, début des années 60, qui sont extrêmement intéressantes. Et aussi derrière, donc, tout cet enjeu autour de la jeunesse qui part se former à Moscou, à Washington, à Cuba, etc., qui renvoie, je pense, aussi à une actualité de la jeunesse aujourd'hui africaine qui part un peu partout se former et dont on voudrait aussi qu'elle puisse se réaliser sur place sur le continent. Donc je pense que la question de la jeunesse, quelle politique de non-alignement produire pour cette jeunesse-là des différents continents, je pense qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit si nous nous inscrivons dans un renouvellement justement de cet esprit de Bandung et de cet esprit du non-alignement. Donc je pense que c'est des éléments effectivement sur lesquels on peut avancer. En tout cas, la parole est libre. Il n'y a pas de questions spécifiques ou particulières aux uns et aux autres. Je pense que c'est plus pour rebondir et que chacun donne un peu son sentiment sur les interventions aussi des uns des autres. Voilà. Ouais. Oui, Darvis. Oui, je vais souligner l'intervention de Isaac, parce qu'il y a une convergence de pensée avec moi. Nous avons le projet. Alors, je cite tes mots. Rêve, réalité, projet. Voilà les trois mots que je souligne. Parce que nous avons justement, pour avancer notre réflexion et notre réseau, notre travail, rendez-vous en octobre en Indonésie pour commémorer à la fois Bandung, Belgrade, Havana. Et l'intitulé, quel rêve, quelle réalité, quel projet. Voilà. Donc, notez bien. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on a pensé avec Isaac tout à l'heure. Voilà ce que je souhaite dire. Mais aussi, donc, si tout va bien, c'est-à-dire si la question sanitaire est résolue, si on a de l'argent. Mais même si on n'a pas de l'argent, mais maintenant, on vient de découvrir qu'on pourrait le faire en ligne. Hein? Voilà. Et sur le plan politique, administratif, l'Indonésie est le pays le plus ouvert du monde. Tout le monde peut aller sans visa. Les petits pays comme Togo, Gabon, ils peuvent aller en Indonésie, Burkina Faso, ils peuvent aller en Indonésie sans visa. Voilà. Ok. D'accord. Voilà, c'est juste pour souligner ce que proposait Isaac tout à l'heure. Merci. Moi, j'ai peut-être une interrogation en lien avec le Burkina ou la haute voltage. Je ne sais pas si Isaac ou Lazare aussi pourraient y répondre. C'est peut-être aussi cette continuité entre les positions de Joseph Kizerbo, fin des années 50, début des années 60, et celle de Sankara sur cette question de non-alignement. Je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être intéressant à aborder. Je ne sais pas si Isaac a des éléments, ou si Lazare qui est là a aussi des pistes. Vous savez qu'au Burkina, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vais laisser Lazare répondre et puis ensuite je dirai quelque chose, mais à marge sur un autre aspect, donc la rue, la jeunesse et le peuple. Mais j'aimerais aussi l'entendre justement. Merci. Bonjour à tous. Bon, je pense que tu es dans une certaine continuité. Si tu cites des proverbes comme ça spontanément et aussi rapidement, je pense que tu aurais pu contribuer. On a parlé tout à l'heure hein, de cette convergence, à la fois sur la notion de développement endogène et puis sur le non-alignement, le
le panafricanisme. Je pense que c'est, même si concrètement, il n'y a pas de, j'allais dire, de convergence organique, mais sur le plan idéologique, politique, c'est évident que je pense que la révolution de 83 au Burkina a tiré parti de ce qui existait dans les partis, notamment au niveau du MLN, qui avait collaboré avec Sékou Touré. Et là, en écoutant, je me dis, ben, ce serait bien de voir pourquoi le MLN et le Modibo, il n'y a pas eu une jonction aussi, alors qu'il était proche de Kwame Nkrumah, pourquoi avec Modibo, il n'y a pas eu autant de jonctions. Je me dis que c'est peut-être à cause des liens avec le Sénégal. Le MLN et Kizerbo avaient des liens avec Mamadou Dia et peut-être que ça, c'était un obstacle à une bonne entente avec Modibo Keïta. En tout cas, objectivement, oui, il y a une convergence. Maintenant, je voulais en profiter pour dire un mot sur cette Lazare, question, l'actualité du non-alignement. Lazare, s'il te plaît. Lazare, Pardon? Oui? tu gardes ton autre idée. Bon, quelle était Oui? la position du MLN, c'est-à-dire comment le professeur Lazare Joseph Kizerbo a considéré le projet et même le début, l'union Mali-Guinée-Ghana? Oui, mais écoute, le manifeste du MLN en 58, c'est pour deux choses. D'abord, pour le nom, effectivement, du côté de Sékou Touré, et pour aussi une union. C'est un manifeste pour les États-Unis d'Afrique. Il ne faut pas oublier que le manifeste du MLN, c'est manifeste pour les États-Unis d'Afrique, États socialistes, hein, États-Unis socialistes d'Afrique. Donc, c'était ça la position. Et évidemment, étant proche de Sékou Touré et de Nkrumah, donc favorable à cette union politique. Maintenant, comme je dis, les alliances du MLN peut-être au Sénégal, puisqu'il y avait une base au Sénégal avec Cheikh Hamidou Kane, ont été un obstacle pour une jonction avec Modibo Keïta. Pourtant, ils se connaissaient, il y avait des liens, etc. Mais je ne le sens pas très présent à Bamako comme à Accra ou à Dakar. Maintenant, je voulais profiter de dire un petit mot sur l'actualité, peut-être pour notre génération du non-alignement, par rapport au fédéralisme. Parce que nous avons ce débat au sein du fédéralisme sur, oui, est-ce que ce sera, c'est plus porté par les révolutionnaires, donc c'est un fédéralisme de gauche, et que les autres ne peuvent pas faire partie du fédéralisme. Bon, c'est un problème, c'est parce que c'est vrai que Namzat l'a souligné tout à l'heure, un pays comme la Côte d'Ivoire ou même le Nigeria, ce ne sont pas des pays historiquement révolutionnaires à l'échelle de l'Afrique. Donc, je pense que forcément, nous avons aussi notre problématique du non-alignement parce que c'est évident que le Nigeria n'a jamais été un foyer révolutionnaire comme des pays comme le Ghana ou la Tanzanie. Donc, est-ce qu'on poursuit l'idée d'un fédéralisme héritier seulement de la branche révolutionnaire ou bien il faut se rendre à l'évidence que ça doit se faire aussi avec une certaine ouverture sur des pays, voilà, donc d'autres pays. Et c'est une question parce que on a toujours en fait ces lignes de fracture au sein du mouvement panafricaniste et du mouvement fédéraliste. Voilà, merci. Une information tout de même, hein, un fait à évoquer sur le comportement du Nigeria par rapport à l'intégration africaine, appelons ça ainsi. Le Nigeria, sous le président Babangida, avait donné un fonds spécial à la BAD, la Banque africaine de développement, qui a été créée dans le cadre de l'Organisation de l'Union africaine. C'est l'un des acquis d'ailleurs que s'il y a un acquis du projet de Nkrumah,
c'est la BAD, hein, le projet de Nkrumah qui voulait effectivement une banque centrale pour la monnaie, une banque de développement, tous les outils possibles, puisque c'était le seul discours à contenu économique. Et depuis le discours de Nkrumah et son contenu économique en 1963, on a retrouvé l'économie dans les questions du panafricanisme qu'avec Kodjo et le plan d'action de Lagos et ce qui s'en est suivi. Mais déjà, Babangida donc donne à la BAD, à la Banque africaine de développement, un fonds spécial qui fonctionne toujours. Et il faudrait peut-être que l'un d'entre nous travaille un peu sur ce sujet pour que l'on sache comment ce fonds fonctionne. Et ce qui a motivé Babangida, c'était que le Nigeria assure toujours le fonctionnement de ce fonds au sein de la BAD pour favoriser le développement de l'Afrique. C'est un acquis important, il ne faut jamais l'oublier. D'accord. Il y a Isaac qui devait parler. Oui, Merci beaucoup. Moi, je voulais aborder dans les éléments qui ont été mentionnés la question des peuples. Pour l'économie, je pense que d'un point de vue décolonial, la déprise dont on n'a pas eu l'occasion de parler plus longuement est importante parce que c'est elle qui permet de mettre fin à un arrimage contraignant historiquement hérité de ce qui est des axes de coopération qu'il y a eu et de se donner la liberté d'aller ailleurs, comme Sankara le dit et tout. Donc, il y a cette dimension-là, mais c'est déjà, quand je regarde par exemple les discours, ce qu'on dit, qu'est-ce que, ici au Canada et en France, il y a un certain discours qui tend à protéger l'Africain et l'Afrique et à le mettre en garde face, n'est-ce pas, à l'Asie, notamment la Chine. Mais au fond, je dirais que si c'est la manière de procéder ici est simplement de se donner le droit d'aller où on veut, de choisir ses amis, comme disait Sankara, selon leur comportement concret. Alors donc, ça inclut la dimension économique. Et pourquoi, par exemple, les pays africains doivent-ils se justifier sur les tribunes européennes et occidentales longuement du fait qu'ils entretiennent des relations avec la Chine? Je veux dire, cela fait partie de cette décolonisation à entreprendre. Mais, au fond, on doit être libre d'aller où on veut. Maintenant, les pays, les leaders en 61, notamment, et c'est à ces grands rendez-vous, Bandung 1, 2 et suivants, les leaders parlent au nom et parlaient au nom de leur peuple. Et quand on lit dans les discours qu'on voit combien de fois on convoque le peuple, les nations, les peuples, les nations, je pense que ce qui ressort au XXIe siècle c'est un contexte dans lequel il y a une exigence d'arrimage. Quelqu'un parlait de Gramsci hier dans les présentations, c'est-à-dire et d'arrimage des mouvements à leur base, à la base même des peuples et de leurs expériences concrètes. Un exemple pratique, très clair, la rue et ce qui est la révolution d'octobre, comme on peut l'appeler 2014 au Burkina Faso. La rue et la population a réussi à faire partir le président. Mais dans l'après, je dis insurrection, on a tendance à diaboliser, au fond, la rue et à diaboliser ce que j'appelle la rue, la jeunesse, à diaboliser ces forces-là qui expriment le désir de changement, qui peuvent nourrir, n'est-ce pas, les politiques à grande échelle du non-alignement et soutenir, encourager les preneurs de décision à faire face, n'est-ce pas, à l'Occident et aux anciens blocs. Je rappelle qu'à l'époque de Sankara, j'étais capable de comprendre des discours et tout. Et quand il avait le soutien de la population, il parlait, il savait que son peuple l'écoutait. Donc, il y a une fierté, il y a quelque chose qui est là et qui relevait presque de ce lien organique entre donc, la tête et la base. Je pense qu'il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Dernière remarque sur le régionalisme. Je regarde ce qui se passe au Rwanda et ce qui se passe en Afrique de l'Est. Nous avons eu une belle présentation de Stoïka sur l'Afrique de l'Est.
par rapport à l'Asie, parce que c'est une voie inexplorée, ayant été historiquement très marquée par l'Afrique occident. Pour aller ailleurs, il faut que, d'un point de vue régional, il y ait, je pense, un partage d'expérience. L'expérience est-africaine avec l'Inde, la Chine, n'est pas l'expérience ouest-africaine, notamment francophone. Je suis sur les tribunes, j'étais en Chine en 2019 avant qu'on ne ferme tout, et sur d'autres forums dans des discussions à ce sujet-là, les francophones, nous sommes combien? Et je félicite Darwis d'ouvrir le débat pour que nous puissions discuter, mais la difficulté que nous avons, c'est déjà de ne pas pouvoir, entre Afrique francophone, anglophone, et les différentes parties de l'Afrique, et aussi des Afriques qui font des expériences différentes de l'autre monde, on a la difficulté à partager juste les expériences et à créer une plateforme de concertation entre les régions. Ceci serait déjà extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il faut que le Burkina débroussaille son chemin vers la Chine quand le Rwanda y a déjà réussi à faire certaines choses et que l'Éthiopie a son expérience? Donc, il y a là aussi des choses à faire au plan régional, je pense, qui sont très concrètes et qui peuvent aider à cette décolonisation-là et à l'invention, n'est-ce pas, de la troisième, la quatrième, la cinquième voie, parce qu'on a besoin d'innover dans ce sens-là. Donc, voilà. Okay. Très bien. Alors, je ne sais pas si... mais si notre Diallo, s'il a quelque chose à dire, puisque dans la synthèse, on a évoqué la jeunesse, peut-être qu'il avait quelques nouveaux éléments, puisqu'il n'avait pas eu assez de temps. Bon, moi, je compte dire quelques mots. C'est-à-dire, on a assez parlé de l'expérience africaine dans le cadre du mouvement des non-alignés. Je pense que l'Afrique, pour apporter ce dont les autres pays du mouvement aligné attendent d'elle, il faut qu'elle sorte de ce qu'on appelle de la pensée extra-tête. Les Africains doivent d'abord coopérer entre eux, faire en sorte que tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils le fassent en convenant de tout cela entre eux d'abord, pour qu'ils partent d'une position commune vers les autres. Mais aussi longtemps que nous allons voir l'expérience de chaque partie de l'Afrique avec l'extérieur, il va nous être très difficile d'avoir d'abord cette capacité de nous remettre en cause et de faire en sorte que tout ce que nous faisons avec les autres ne soit à partir de notre propre vision. Alors, aussi longtemps que nous allons voir nos propres problèmes avec la vision des autres, il nous sera difficile de sortir des problèmes. Donc, moi, je pense qu'en ce moment-là, nous devons travailler d'abord surtout au niveau de la jeunesse, faire en sorte qu'elle prenne conscience du fait que l'Afrique dispose de potentialités et qu'en s'appuyant sur ces potentialités internes seulement, qu'elle pourra apporter non seulement aux peuples africains, mais également aux autres peuples, ce dont on attend de l'Afrique. Je m'en vais prendre un exemple. On dit aujourd'hui que l'Afrique, le continent africain, dispose de 65% des terres arables du monde. Et pourtant, c'est ce continent qui exporte chaque année 75 milliards de dollars de produits vivriers. Alors, aussi longtemps que nous allons travailler dans ce sens-là, nous n'allons pas essayer de voir comment nous devons nous appuyer sur nos potentialités réelles, mais attendre tout de l'extérieur. Notre apport à nos peuples sera vain et aussi ce que les autres attendent de nous sera vain. Aussi longtemps que nous n'avons pas dans le sens de nous respecter nous-mêmes d'abord, personne ne pourra nous respecter. Donc, moi, c'est un peu ce que je voulais apporter en fait, comme contribution. Est-ce que je peux dire quelque chose ad hoc sur la chronologie et après, si jamais il y a une minute à me donner? Il y a un dialogue qu'on aimerait entendre aussi un peu. Hein. Tu pourras... Oui, vous m'entendez là? Oui, on entend. Ok, en fait, moi, je voulais intervenir sur, déjà pour la question de la Guinée, sur le fait qu'avec le mouvement des non-alignés, bah, déjà, pour moi, le bilan sur le non-alignement de la Guinée, je ne dirais pas qu'il est néant. Je ne dirais pas qu'il est néant, en fait, mais ce que je constate, parce que moi, je ne suis pas de l'ancienne génération, mais je suis de la nouvelle génération, mais je pense qu'il y a une certaine continuité, c'est-à-dire c'est tant qu'on est fâché avec peut-être quelqu'un qui était du bloc de l'Ouest, bon, je pense vers quelqu'un qui est du bloc de l'Est, c'est-à-dire un ancien, c'est-à-dire la Russie et autres.
comme je l'ai fait, par exemple, en conclusion sur le fait que la plupart de nos régimes actuellement, moi je prends le cas de la Guinée parce que c'est le pays que je connais le mieux, c'est-à-dire du moment où la Constitution interdit de briguer un autre mandat, c'est-à-dire un troisième mandat pour le cas de plusieurs pays africains, parce que faut pas se voiler la face, hein. Pour tout ce qui concerne les pays de l'AOF et de l'AEF, moi, en fait, généralement, les constitutions, vous savez, c'est du copier-coller de celle de la 5e République en France ici. Donc, du coup, en fait, du moment où ces pays-là, en fait, soit la France qui est un ancien du bloc de l'Ouest, ou les États-Unis qui sont opposés à ce qu'on modifie la Constitution, c'est-à-dire ces pays se tournent directement vers les pays anciennement du bloc de l'Est pour soit qu'on finance les élections ou pour en tout cas, même parce que les blocs de l'Ouest, les anciens blocs de l'Ouest, généralement, sanctionnent. Et du coup, pour esquiver ces sanctions, pour avoir donc des subventions ou de l'argent, ils se tournent vers les pays des anciens de l'Est. Et du coup, franchement, c'est quelque chose de dommage parce que c'est déjà une continuité. Moi, si je prends le régime de l'ancien Conté qui a fait pareil, le régime d'Ahmed Sékou Touré qui a fait pareil avec tous ces étudiants qui sont partis dans le bloc de l'Est, et puis on prend aussi là actuellement sur ce qui se passe en Guinée, le régime de Alpha Condé, franchement, on s'inscrit dans une continuité. Pourtant, on ne peut pas évoluer en restant toujours en restant figé, c'est-à-dire je considère qu'on n'a pas encore décollé. On est à un stade où nous devrions normalement décoller, mais on est à un stade où l'avion que nous avons pris n'a même pas encore démarré. Donc ça pose problème dans la mesure où tous les jeunes sont là en train d'observer ce statu quo. Du coup, pour moi, la question du non-alignement devrait être posée. On devrait arrêter de nous poser trop de questions sur le non-alignement de tel pays ou de tel autre. Dans la mesure où il faut que chaque État, normalement, qui a proclamé son indépendance, coopère. C'est-à-dire parce que si nous regardons ce qui se passe au niveau international sur tout ce qui est dette ou comment est-ce que les monnaies, la monnaie en fait de nos pays, ou même au niveau du commerce en fait, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, au niveau des Nations Unies. En fait, on est non aligné, mais on reste toujours en bas. Et ça pose problème. C'est-à-dire, on n'a pas fait le travail qu'il faut. On reste toujours des hommes qui sont dépendants. C'est-à-dire, on reste des chefs d'État. Tout ce qui nous importe, c'est nos poches ou ce qu'on donne à nos familles, les privilèges qu'on a. Mais l'intérêt national ne prime pas, en fait. C'est ce qui est dommage. Le non-alignement ne peut pas aller sans l'intérêt national. Voilà, en fait, moi, ce que je voulais dire. Et pour moi, il faut quand même remettre en cause cette question de non-alignement. Et soit faire une refonte. Ok. Donc, voilà, en fait, pour moi, en fait, sur le non-alignement, il faudrait absolument une refonte totale, c'est-à-dire ne pas rester sur un statu quo. Il faut que ça bouge d'un moment à l'autre pour ne pas que la génération qui viendra après, nous, on est de la nouvelle génération, mais il y a une génération qui va venir après nous, pour ne pas que celle-ci reste sur ces mêmes idées, c'est-à-dire que les idées d'Ahmed Sékou Touré, coopérer dans la mesure où ça nous arrange, sans faire quelque chose pour que les gens viennent coopérer pour qu'on avance. Parce que si vous remarquez, on coopère juste parce qu'on a envie d'exploiter nos ressources minières ou énergétiques. La coopération, elle est basée uniquement sur ça, pas une autre. En fait, voilà ce que je voulais apporter, parce que pour moi, le non-alignement, déjà pour la Guinée, il n'y avait pas de non-alignement, c'était juste une question d'intérêt. Voilà. Merci. Alors, il y a le contexte aussi de l'indépendance de la Guinée et de la manière dont elle a été détruite par la France, les conditions qu'on connaît. Donc, je pense qu'il y a les contingences aussi qui s'imposent à certains États à ce moment-là. Et la question du non-alignement, je crois qu'elle est toujours d'actualité. J'ai beaucoup apprécié le fait que Daouda Tekité rappelle qu'au départ, on était sur une notion de non-engagé avant de passer à non-aligné. Et finalement, peut-être que cette nuance-là serait aussi importante à réintroduire entre les pays qui sont non engagés et ceux qui sont non alignés, dans un contexte où l'Afrique est aussi courtisée.
Je ne pense pas que ce soit nécessairement les dirigeants africains qui courent derrière l'Est ou l'Ouest. On est aussi dans un contexte où, comme ça a été rappelé, la Chine, les États-Unis, l'Europe, tout le monde courtise l'Afrique. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi dans le regard cette dimension asymétrique des relations internationales et peut-être aussi retourner vers les travaux de Samir Amin sur la déconnexion, sur tous ces éléments-là, qui, je pense, sont d'autant plus importants pour repenser la mondialisation, parce qu'on est dans ce contexte-là, comment être non aligné dans un contexte de mondialisation, comment effectivement se recentrer sur nous-mêmes, prioriser les expériences entre Africains. Et à mon sens, si on en revient encore une fois à cette question d'état des lieux, je crois que c'est toute la dynamique des congrès panafricains qui n'a jamais réellement pris sur le continent africain du point de vue de l'histoire du panafricanisme, qui peut se poser. Dynamique des congrès qui est différente des réunions de l'Union africaine ou de l'OUA, puisque dans la dynamique des congrès, on est vraiment sur les forces vives, les forces progressistes, les forces sociales, syndicales, les jeunesses, les femmes, les intellectuels, les entrepreneurs. Et je pense que c'est peut-être ce secteur-là, ce tissu-là du continent africain qu'il faudrait mettre au centre de la table pour repenser le non-alignement. Voilà. Alors, je crois que Isaac voulait peut-être encore intervenir sur un point. Oui, très rapidement, effectivement. Et c'est, oui, Samir Amin, effectivement, c'est ça, Amir, c'est ça. Et justement, ce fait de ce delinking qui est dans l'esprit de la déprise dont je parlais tout à l'heure et qui, effectivement, permettrait de recentrer les choses. J'adhère, je pense, d'un point de vue théorique, oui, il y a une chronologie qu'on a souvent établie qui fait sens, je pense, effectivement, de dire qu'il faut que l'Afrique se pense, qu'elle se conçoive, qu'elle trouve ses repères, qu'elle fasse, et ensuite. Moi, j'apporte une petite, je le vois un peu autrement dans ce que j'appelle le temps afro-mondial. C'est quoi? C'est que nous n'avons plus le temps de nous retirer dans la chambre à côté pour nous parler entre nous. Parce que le monde, historiquement, et depuis très longtemps, depuis des siècles, et nous avons les historiens parmi nous, s'est invité en Afrique. Et ça s'est corsé avec la mondialisation qui a exposé aussi différentes parties du monde qui n'ont pas subi les mêmes visites violentes comme l'Afrique à être quand même désormais dans l'expérience de la mondialité, donc de la mondialisation. Ce faisant, il y a un défi qui se pose à des sujets qui ont cet héritage-là. Ce défi, c'est de pouvoir faire quand même deux choses en même temps, c'est-à-dire penser l'ici et le là-bas, dans leur imbrication inextricable, penser le moment africain, mais toujours et forcément parce que ça a été comme ça, et ça fait partie de l'héritage, pour le meilleur et pour le pire, mais penser le moment africain dans sa dimension mondiale. Alors, ça fait que c'est une discussion à avoir, certes, il faut choisir les interlocuteurs, ils doivent être quand même ceux qui sont au premier chef concernés. Donc, j'entends dans cette remarque visant à ce que l'Afrique se parle et définisse ses priorités, je l'entends plus comme, donc, au fond, le dispositif africain qui est sensible aux préoccupations africaines, mais qui ne pense pas l'Afrique en dehors de ce que l'Afrique monde est. Donc, c'est ce moment africain-là où il est important que ce soit plus une conscience du temps imbriquée et un positionnement qui, désormais, de toute façon, se fait et dans l'ici et dans le là-bas, c'est le local et le global. Alors, et là, je note bien donc cette présence des étudiants à Bandung. Merci beaucoup, parce qu'il faut que j'aille voir, parce que il y a là quelque chose de très intéressant. Moi, je suis en train de réfléchir sur le retour de Samba Diallo en Afrique, pour faire un clin d'œil à l'aventure ambiguë. C'est la diaspora et la jeunesse et tous ceux-là qui sont sortis de l'Afrique et qui aujourd'hui sont détenteurs de savoir et qui constituent quelque chose. On a parlé de l'Inde, Stoïka a parlé de l'Inde en disant, mais l'Inde en Afrique a sa diaspora, une histoire en Afrique de l'Est et compte sur ces ressources-là pour, n'est-ce pas, développer un certain rapport au continent
dans une concurrence difficile à gagner contre la Chine. Mais il y a là quelque chose. Donc, il y aura là vraiment quelque chose à penser, mais effectivement, donc, c'est ça, cette imbrication qui m'importe et que je voulais juste ajouter. Merci. Oui, ouais, moi je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous pourrions regarder, ou nous devons regarder du côté des grands auteurs, des grands penseurs africains qui ont travaillé sur cette question du rapport de l'Afrique au monde. On parle de Samir Amin et du delinking, la déconnexion, mais en même temps, il y a un répondant chez Samir Amin à tout cela. Il pose la question de l'autonomie collective. Autrement dit, c'est en termes d'autonomie, en termes d'intégration régionale, en termes de panafricanisme, qu'il pense aussi la possibilité du delinking. Donc, Isaac, la problématique du rapport au monde dans un temps donné, donc en dynamique, puisque le temps c'est le même, le temps historique que nous vivons, avec aujourd'hui la possibilité d'avoir la même conscience du temps et du changement historique, puisque la société ouverte, pas forcément dans le sens des libéraux ou des néolibéraux qui ont sorti ce concept, mais en tant que réellement, il y a une ouverture qui est là et qu'il y a en Afrique, dans les pays où la liberté d'expression peut exister, que ce soit au Burkina, au Sénégal ou dans quelques autres pays, effectivement, une élite sur place peut s'exprimer avec la même capacité de connaissance de l'information et de proposition de solutions que ceux qui sont dans la diaspora. Donc, la question du rapport au temps et de l'espace africain entre ceux de la diaspora et qui sont sur le terrain, aujourd'hui, si nous regardons les anciens, que ce soit Samir Amin, que ce soit Nkrumah, Nkrumah, je parle parce que le discours de 63 à la création de l'OIA, Nkrumah a un rapport au monde. Bon, nous savons que nous connaissons un peu son parcours, sa trajectoire. Je pense qu'Hamzat a travaillé sur cela. Bon, beaucoup d'entre nous ont lu, mais on a lu sur la trajectoire d'Nkrumah. Moi, ce qui est très frappant, c'est que c'est un homme qui a une conscience du monde. Il a la conscience du monde et la conscience de la nécessité de mettre l'Afrique dans le mouvement mondial par les libertés, mais aussi par le développement économique. Donc, par la libération, l'indépendance, la souveraineté, mais aussi par le développement économique, qui pour lui passe par un grand ensemble et où les institutions et politiques et économiques trouvent soit les leviers d'un développement qui, selon lui, est tout à fait possible et accéléré en Afrique. D'où le projet des États-Unis d'Afrique, il faut le lire aussi sous ces deux aspects-là. C'est un homme qui a son rapport au monde, qui propose des institutions et qui propose une logique économique du développement. Et si nous réfléchissons aujourd'hui sur la possibilité de voir le local et le mondial, nous avons là, à travers le discours d'Nkrumah, un repère sur lequel nous devons retravailler. C'est une piste, je pense, effectivement, pour ce que nous avons à faire. Alors, moi, ce qui me préoccupait tout à l'heure dans la question de la jeunesse, la réponse de Diallo, bon, Monsieur Diallo, c'est bien, vous voyez le cas guinéen, vous voyez comment l'opportunisme politique conduit tel dirigeant à aller plutôt du côté de l'Occident que du côté de l'Est. Mais ce que nous devrions peut-être aujourd'hui, après le bilan qu'on essaie d'esquisser, transmettre aux jeunes générations qui ont vu cette histoire de l'Afrique simplement sous l'angle des difficultés qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui n'ont que le rapport au pouvoir pour s'accrocher au pouvoir, les troisièmes mandats, etc. etc. L'Afrique, ça n'a pas été que cela. Hein. L'histoire de Modibo Keïta qui a été indiquée, qui a été présentée tout à l'heure, c'est des convictions. Sankara, c'était des convictions. Et même Sékou Touré, que vous présentez comme un opportuniste, là, Sékou Touré aussi, c'est des convictions fortes. L'indépendance de
la Guinée, c'est un acte qu'il fallait poser et qui n'était pas quelconque. Parce que c'est au sein du RDA quand même, les membres du RDA. Il y a un divorce au sein il y a des ruptures au sein du RDA qui était justement le grand parti qui, au niveau panafricain, ancienne colonie française, AF, pouvait permettre effectivement une dynamique d'émancipation, comme souvent certains le disaient, qui pouvait être globale. Mais lorsque les logiques de division, de rivalité entre là-dedans, un Sékou Touré, il résiste. Il faut lui reconnaître cela et reconnaître à la fois aux Guinéens et à ceux qui avaient été au départ dans le RDA, quand le RDA a voulu l'indépendance avant que Houphouët-Boigny ne change de trajectoire. La volonté d'indépendance était partagée. Donc, à la jeunesse, ce que nous transmettons, nous autres, les aînés, il faut vraiment que nous tenions compte du fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'imaginent le passé à travers ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est-à-dire des chefs, des dirigeants qui veulent le pouvoir à vie, alors qu'il y a eu des convictions incarnées par des leaders, au sens où, effectivement, comme Isaac l'a indiqué tout à l'heure, cette interrogation sur le rapport peuple-État par rapport au non-alignement ou au panafricanisme, Isaac a eu raison, je crois, de dire que mais les peuples, les États, quand il y avait des leaders qui incarnaient le peuple et dans lesquels le peuple se reconnaissait, la fracture État-société n'avait pas de sens parce que ces leaders-là, ils incarnaient le peuple. Bon, donc aujourd'hui, apparemment, certains dirigeants, qui ne sont pas des leaders, hein, qui s'imposent là, et tout le problème de comment avoir des leaders qui soient l'émanation du peuple et qui représentent les intérêts du peuple. Bon. Et dans le même sens, peut-être qu'une démarche telle que celle des congrès panafricains, regroupant des acteurs de la société civile, donc issus du peuple, et de la société civile, même économique, c'est-à-dire les entrepreneurs, etc., peut-être qu'effectivement, en cela, on peut faire des avancées, d'autant plus que, il faut aussi le dire, le fait que la zone de libre-échange économique a été créée, ce n'est pas le projet initial de la communauté économique africaine qui aurait pu être accéléré, mais c'est peut-être des repères sur lesquels on peut s'appuyer, par exemple, pour travailler avec les entrepreneurs. Maintenant, moi, pour terminer... Alors, en fait, sur la question de la Guinée et de Sékou Touré, je ne nie pas qu'il n'a pas battu pour l'indépendance. Je dis juste, je trouve dommage que dans ces pays, en fait, dans la mesure où on se dit indépendant, on est toujours obligé de fixer du regard le partenaire pour qu'il nous finance. On a déclaré qu'on est indépendant. Beaucoup de pays africains sont déclarés indépendants. Mais aujourd'hui, si on regarde le constat, il est un peu amer quand même, parce que non seulement on est indépendant, mais derrière, quand on a besoin de faire quelque chose, on est toujours financé par tel projet venu de tel pays. Pourquoi est-ce que, avec toutes les ressources disponibles sur le continent, on ne peut pas nous-mêmes financer nos propres projets? Voilà une question que je me pose. Après, il y a une autre question. Un homme politique, dans la mesure où il est élu par le peuple, ok, moi je n'en disconviens pas, mais dans la mesure où la personne veut encore continuer à rester au-delà de ce qui est indiqué, bah, désolé de le dire comme ça, mais il y a toujours, on n'est pas meilleur en fait, on est toujours au milieu en fait, c'est-à-dire que même si on est président, on peut gouverner pendant le nombre de mandats indiqués, mais pas aller au-delà parce qu'on a des personnes qui sont plus ou supérieurs à nous ou inférieurs à nous, je veux dire intellectuellement, ou qui sont plus engagés que nous, mais qui ne se sont pas exprimés parce qu'on ne les a pas encore donné le choix de s'exprimer. Voilà en fait ce que je voulais dire. Ce débat-là sur le troisième mandat où les présidents à vie, pour nous, je pense que ce n'est pas un débat. Personne... non, ça touche le non-alignement. En fait, dans la mesure où... Non, ça touche le non-alignement, dans la mesure où quand on veut, en fait, quand on ne veut plus... Les anciens du bloc de l'Ouest, quand ils s'opposent à notre projet, on se tourne vers les anciens du bloc de l'Est. Ça touche là quand même la question du non-alignement. Voilà, en fait, moi. Après, ce n'est pas un cas uniquement qui concerne la Guinée, ça concerne beaucoup de pays africains sur les modifications de constitution et autres.
Alors, je pense que c'est effectivement un autre débat, mais il est certain que l'Afrique est au cœur d'enjeux géopolitiques. Il est aussi au cœur d'enjeux intérieurs. Il est au cœur de rivalités. Je pense que la Chine et le Japon sont rivaux et sont également rivaux quand ils viennent en Afrique. Donc, je pense qu'on est effectivement le terrain de jeu d'autres puissances et que, comme ça a été souligné, la mondialisation est déjà chez nous. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, bon, je pense qu'on ne va pas revenir sur le fait qu'effectivement, on a eu des indépendances qui ont été, pour une grande partie, vidées de leur substance, y compris dans le cas de la Guinée, mais c'est bien évidemment différent, c'est un contexte différent. La Guinée, par exemple, n'a pas le franc CFA, mais pourtant, du point de vue économique et monétaire, la Guinée est dans un système qui est néolibéral, qui est capitaliste et qui fait que Sékou Touré envoyait des étudiants à Moscou pendant que c'était des compagnies américaines qui exploitaient le bauxite. Donc on voit bien que d'une certaine manière, on est un peu au milieu du gué. Et dans le même temps, il développait une diplomatie anti-impérialiste en lien avec Cuba, en lien avec un certain nombre de mouvements de libération. Donc je pense qu'il y a un jeu des relations internationales qui est pas un jeu à somme nulle et dans lequel il faut que l'Afrique aussi arrive à se positionner. Ce matin, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on avait évoqué donc un certain nombre, je dirais, de projections de la part des États africains. Je pense que c'est important de rappeler, comme c'était fait tout à l'heure, que par exemple le Mali de Modibo Keïta a pu régler des crises entre des pays africains comme le Maroc et l'Algérie sur la guerre des sables. Donc je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une capacité des leaders africains, des dirigeants africains ou des politiques africains, peut-être à peser effectivement sur les grandes questions internationales. Il y a une époque où effectivement on avait des dirigeants africains qui pesaient sur les questions, la question de la Palestine, la question du nouvel ordre économique international, tous ces grands enjeux, on était présents. Aujourd'hui, sur une question qui est mondiale comme celle du climat, par exemple, bon, on a le Niger de Mamadou Issoufou, mais on voit bien que c'est un pays qui est totalement piloté. Alors qu'il y a 30 ans, on avait Thomas Sankara, qui, si cette question s'était posée il y a 30 ans à l'échelle mondiale, il est évident que Sankara serait à la tête de cette problématique-là. Donc, il y aurait un leadership africain sur une question mondiale. Donc, je pense que c'est aussi des éléments qu'il faut remettre en contexte et rapporter à cette époque de Bandung et de Belgrade, où effectivement les dirigeants africains étaient positionnés au premier rang sur des problématiques, on va dire, globales et internationales, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Donc, je pense que cette dimension-là aussi, il faut la prendre en compte. L'Afrique a été quelque part déclassée dans la géopolitique et les relations internationales en termes d'initiative, et qu'aujourd'hui, il se pose effectivement la question de comment récupérer cette initiative sans passer pour les faire valoir de l'Est, de l'Ouest ou du Nord. Voilà. Moi, sur ce point-là, ce sera mon dernier mot. Je crois que c'est l'approche ou le questionnement qu'on a eu sur l'État, les peuples par rapport au MNA. Mais à ce niveau, il faut que nous intégrions un traitement de l'Union africaine. Puisque le plan d'action de Lagos en 80, le traité d'Abuja en 91, et puis ce qui se produit dans le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine, avec la consécration de ce qui avait été défini par le plan d'action de Lagos, c'est-à-dire la création, notamment la création de 5 communautés économiques régionales comme vecteur du panafricanisme au niveau économique, c'est des faits institutionnels que nous devons prendre en compte pour les traiter intellectuellement, voir si cela a une portée pour la présence de l'Afrique sur la scène mondiale, dans les relations internationales, bien sûr, et voir si nous avons d'autres options possibles. Est-ce que le fédéralisme dont on débat dans certaines organisations, il faut l'envisager en termes de confédération d'abord, à quel rythme, tous ces débats, je pense qu'il faut les mêler en tenant compte du fait qu'institutionnellement, il y a ces dynamiques liées à l'Union africaine et son agenda 2063.
on nous demande de libérer. D'arrêter. Alors, enfin, pour ma part, je remercie tout le monde et si demain on se retrouve encore, c'est tant mieux. Sinon, là où vous êtes, nous avons les contacts mail, gardons le contact et nous vous enverrons la synthèse que nous aurons rédigée, Hamzat et moi, de sorte qu'effectivement, pour les prochains rendez-vous, nous ayons quelques repères. Merci. Merci à tous et à toutes.